Elle a eu un rôle positif aussi. Il faut rappeler quand même qu'elle a été protectrice des philosophes qui ont fait aussi en partie la grandeur du règne de Louis XV, malgré tous ceux qui voulaient les faire interdire. Tous les genres de liberté sont à la mode, jusqu'à la plus ignoble pornographie. On ne compte plus les assauts de pamphlets. Sire, vouloir éclairer son esprit, est-ce donc un crime en France? Je vous croyais en charge de la censure, monsieur Malesherbes. Tout ce que notre siècle compte de philosophes hostiles à la religion et la monarchie aura soupé dans votre Versailles. Certains s'attaquent au tronc, d'autres seulement à quelques branches, mais à la fin, c'est l'arbre qu'on abat. Écoutez ce que dit monsieur Mirabeau. Le peuple auquel vous commandez vous a rendu puissant. Vous êtes son premier salarié, et vous n'êtes que cela. Or, il est de droit naturel de pouvoir renvoyer celui que nous payons et qui nous sert mal. La majesté du trône a disparu. Le respect qui rendait inviolable la personne de nos rois s'est évanoui. Un morne effroi les remplace. Les hommes qui vont se perdre tous dans le cercueil des temps sont égaux en droit, égaux en devoir. Ils réclament au même titre la liberté de penser et d'agir. Les hommes se souviendront que l'on dit « Monsieur un tel, mon maître un tel, mon seigneur, votre Altesse, votre Majesté même ». Et que derrière tout cela, il y a un homme, rien qu'un homme. Il y a tout dans ce texte de Mirabeau qu'on retrouve dans le film de Thierry Binisti, le Louis XV, le Soleil Noir de France 2. Le paradoxe de Louis XV, quand même, Bernard Rours, c'est qu'il fut à la fois un des rois les plus détestés de son temps et quand même aussi celui des Lumières. C'est sous son règne qu'ont vécu et écrit Diderot, Rousseau, Montesquieu. C'est assez extraordinaire. Quel est leur rapport avec eux? Parce qu'en même temps, il est très attaché au pouvoir du roi et en même temps, il laisse se développer malgré tout, même s'il y a eu des interdictions, mais elles venaient quand même d'un censeur qui était Malesherbes et qui les protégeait, avec les philosophes. Louis XV n'aimait pas les philosophes. Louis XV n'aimait pas les philosophes parce qu'il avait bien conscience que les philosophes dont la philosophie politique reposait sur l'idée du contrat initial sapaient les bases de la monarchie absolue et d'une certaine manière, il l'a rappelé dans sa déclaration au Parlement en mars 1766 qui est la dernière proclamation de la théorie de l'absolutisme de droit divin par un roi de France avant la Révolution. Il ne les aimait pas, mais en même temps, c'est un homme des Lumières, Louis XV. C'est un homme des Lumières qui est pris de science et pris de technique, qui comme beaucoup d'aristocrates du temps, qui s'intéressent beaucoup à la botanique. Donc, il participe de ce mouvement de développement des connaissances et pour lequel il a beaucoup de curiosité et qu'il favorise. Donc, il a ce rapport ambigu avec les philosophes parce que les philosophes, ce sont aussi des gens épris de tout cet éventail de connaissances qui ne cessent de se développer et qui poussent à leur développement. Parce qu'il a fait interdire, puis finalement ça a fini par circuler l'encyclopédie, il a poussé quand même un certain nombre d'entre eux à l'exil. On peut dire d'une certaine manière que, est-ce qu'on peut dire qu'il a préparé une révolution contre un pouvoir monarchique que lui-même, d'ailleurs vous le rappelez, a voulu réformer. Il a essayé de réformer justement contre le Parlement, contre les privilégiés, par exemple les impôts avec Machaut d'Arnouville qui voulait un impôt pour tous, oui. Et sans privilèges, sans privilégiés. Oui, c'est les réformes nécessaires, Louis XV, d'une certaine manière, ne les a pas inventées. Les réformes nécessaires, dès la fin du règne de Louis XIV, dans les milieux de la haute administration royale, on savait quelles étaient. C'était un impôt auquel il fallait soumettre le clergé et la noblesse, c'était réformer la justice, et ça, Louis XV l'a tenté et n'y est pas arrivé. Alors, on peut dire parce qu'il était velléitaire. Moi, je crois qu'il faudrait faire la liste de tous les régimes politiques qui ont renoncé à imposer des réformes. Il y aurait beaucoup de régimes politiques très velléitaires, y compris parmi ceux qu'on admire. Mais je crois surtout que l'impasse dans laquelle s'est trouvé Louis XV, c'est l'impasse de la monarchie absolue telle qu'elle s'est construite en France. Il s'est trouvé face à un pays dans lequel il ne pouvait plus gouverner sans avoir l'adhésion de ses élites. Or, pour avoir l'adhésion de ses élites, il fallait un système représentatif. Et ce système représentatif, la monarchie absolue de droit divin le lui interdisait. Donc en voulant maintenir à tout prix l'héritage Louis XIVien, il a enferré certainement la monarchie dans une impasse, mais
peut-on reprocher à un homme d'avoir eu une éducation? Oui. Voilà. Et vous dites qu'il est un peu le continuateur, au fond, qu'il a parachevé l'œuvre absolutiste, au fond, de Louis XIV, d'une certaine manière, et que c'est ça qui a encouragé, au fond, peut-être la Révolution qu'il n'a pas vu venir. Et en même temps, c'est sous son règne qu'elle est venue. Il est mort 15 ans avant la Révolution. Oui, et on la prédisait. On la prédisait dès les années 1750. On voit déjà des gens annoncer qu'une grande révolution se produira. Et Louis XV n'a pas saisi que sans la mise en place d'un système représentatif, on arriverait à cette révolution. Il ne l'a pas saisi. Pourquoi? Parce que, tel qu'on voyait la représentation politique en France, c'était les parlements qui devaient l'assumer et qui la revendiquaient. Les parlements, il faut le rappeler, qu'ils n'étaient pas élus par le peuple. C'est une chose très importante. Ce n'était pas comme le Parlement d'aujourd'hui. Non, ce ne sont pas des hommes politiques élus, les parlementaires. Ce sont des magistrats. Et dans la France d'Ancien Régime, les magistrats ont à la fois un rôle de juge et un rôle d'administrateur. Donc, au nom de leur rôle d'administrateur et parce qu'ils avaient le dépôt des lois, les parlements prétendaient pouvoir dire ce qui était conforme à la constitution traditionnelle du royaume et ce qui ne l'était pas. Merci Bernard Roos. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre, Louis XV, un portrait, publié aux éditions Privat. À lire aussi le Larousse des rois de France. Vous avez pu entendre des extraits du docu-fiction Louis XV, Le Soleil Noir de Thierry Binisti, qui sera diffusé le 25 décembre à 20h35 sur France 2, suivi d'un documentaire de Frédéric Compin et Jacques Dubuisson, Versailles, la vie dorée. Vous avez pu entendre des extraits également des téléfilms L'Allée du Roi de Nina Companèse et Jeanne Poisson, marquise de Pompadour de Robin Davis, tous deux édités en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Et notre réalisatrice était comme d'habitude Anne Kobilac.